Mais excellente libraire, c'est ça l'essentiel. Et la BD, c'est pas tout à fait la vie. Mais je voulais savoir pourquoi. Depuis quand et donc, en attendant, je vais dire le catalogue, j'espère qu'il sera réparé par l'infiltration et douane. Je crois que c'est une exposition. Alors, j'ai la chance, parce que je trouve que c'est une chance, d'appartenir à cette génération qui a pu vieillir avec ses lectures de bande dessinée, alors que traditionnellement, quelque part entre 15 et 18 ans, on arrêtait en disant bon, voilà, enfant, etc. Donc, au départ, j'ai suivi le schéma classique. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, j'ai lu hebdomadairement, parce que tout le rythme était hebdomadaire, un magazine de bande dessinée, c'était Tintin. Parce que dans ce pays, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays, il faut choisir son camp. Hein. Les nordistes, les sudistes, les bourriens, les arméniens. Il fallait être Spirou ou Tintin. Pour des raisons psychanalytiques que je ne connais pas, j'ai choisi Tintin. Comme presque tous les garçons. Et donc, ils auraient pu choisir Spirou quand même. Mais moi, j'en connais pas qui ont choisi Spirou. Les filles, elles avaient Lynn, Lisette, Fillette et la semaine de Suzette. Dans ma jeunesse, ça existait encore. Et donc, il y avait Fripounet et Marisette aussi pour les mixtes. Donc, assez logiquement, quand est apparu Pilote, en 1959, je me suis précipité sur le numéro 1. Je me rappelle très bien du numéro 1. Je ne l'ai pas gardé, mais depuis, toujours, j'ai reconstitué une collection. J'avais jeté ça. Et donc, j'ai suivi Pilote. Et Pilote a été le premier magazine de bande dessinée français, mais même occidental, qui a vieilli avec ses lecteurs. Au fur et à mesure que les lecteurs passaient à l'université, devenaient adultes. Et grosso modo, j'ai accompagné l'entrée dans la bande dessinée dite pour adultes. Puis après, il y a eu à suivre, etc. Cela dit, ça aurait été un hobby. Et puis, en fait, les circonstances, celles-ci d'ailleurs, exactement, celles-ci ont fait que j'ai franchi un pas, à savoir que je me suis intéressé à la bande dessinée en tant qu'historien. Et du coup, j'ai été repéré et on m'a dit, mais pourquoi pas de faire une critique de bande dessinée? Alors au départ, je disais non, mais pas par condescendance, parce que j'avais autre chose à faire. Et quand le magazine L'Histoire s'est créé, ils ont décidé qu'il y aurait quelqu'un qui parlerait de cinéma, ça a été Antoine Debec, quelqu'un qui parle de théâtre, c'était Philippe Alfonsi à l'époque. Et ils oubliaient la bande dessinée. Alors j'ai dit, écoutez, une fois de plus, là, regardez la condescendance, vous avez oublié la bande dessinée. Ils m'ont dit, bah, tu t'en occuperas. Donc pendant 30 ans, j'ai été critique de bande dessinée et aussi à lire. Donc à partir de ce moment-là, j'étais obligé quand même de continuer à m'intéresser et à rencontrer des gens passionnants, dont certains commencent à arriver à l'Académie des Beaux-Arts, donc Catherine Meurice et Emmanuel Guibert par exemple. Bon, donc c'est pas mal. Et on se voit là-bas aussi maintenant. Les BDastes. Alors donc ça c'est le goût pour la bande dessinée. Et le petit nazi illustré, c'est lié au fait que j'ai écrit dans la fin des années 70 un livre qui était mon premier livre, qui a eu un certain succès, pas simple, mais même un succès certain, qui s'appelait Les Collaborateurs. Et pour des raisons qui ne sont pas des raisons scientifiques, ce sont des raisons éthiques. C'est-à-dire, pour des raisons scientifiques, j'ai produit pas mal de choses dans le domaine de l'histoire culturelle. Et puis dans les années 70, pour ceux et celles qui peuvent en témoigner, il y avait quand même ce qu'on commençait à appeler la mode rétro, etc., le retour en force de la mémoire des années noires. Alors ça s'est amplifié énormément ensuite, mais c'était déjà sensible dans les années 60, moi je me rappelle. À partir de 68, la place de l'Étoile de Modiano, et puis et beaucoup plus tard Paxton, et puis le Chagrin à la pitié. Et ça a commencé à me tarabuster. Je connaissais François-Régis Bastide, qui était non seulement l'écrivain que l'on sait, aujourd'hui on sait moins parce qu'on l'oublie, ça c'est humain, mais qui était aussi un éditeur important au Seuil. Et il y avait au Seuil des volumes dans la collection Microcosme, avec Chris Marker, des gens comme ça, que je trouvais intéressant, avec des volumes entre autres sur des groupes sociaux, les instituteurs, les Vendéens de 93 ans. Et j'ai dit à François-Régis, mais pourquoi pas les collabos? Il m'a dit, c'est intéressant, mais cette collection n'existe plus, cependant je vais présenter à un certain Michel Vinop qui devenait éditeur chez eux. Et ça a donné les Collaborateurs. Et un jour où je travaillais dans la foulée des Collaborateurs, ça a donné aussi chez Pierre Nora dans la collection archive La France allemande, à la Bibliothèque nationale, comme on disait à l'époque, je me suis fait servir les exemplaires d'un journal pour enfants
dont je voyais passer le nom dans la presse de l'époque. Ça ne me disait rien, on n'en parlait pas. Il y avait effectivement des journaux façon Bayard, Bernadette qui essayaient de survivre. Il y avait des journaux maréchalistes. Et qu'est-ce que je vois quand on m'apporte Le Téméraire, qui n'a existé que pendant 18 mois, mais qui avait le monopole en zone nord, donc entre 150 et 200 000 exemplaires, tous les 4 jours. Je suis tombé sur un journal nazi. Pas sur un journal pétainiste, un journal nazi, fait par des Français, dessinateurs, scénaristes. J'ai compris plus tard, d'où la 2e édition, et j'allais dire ces jours-ci la 3e édition, plus complète et plus belle, je dirais, puisque polychrome, etc. J'ai compris qu'il y avait derrière tout ça une sorte de grand Manitou, on pourra en parler. C'était un intellectuel nazi français qui supervisait tout ça. Donc argent allemand, d'accord, mais le plus intéressant, collaboration entièrement française, les dessinateurs, les scénaristes. Je dis tout de suite, mais on en parlera, les dessinateurs, à une exception très marginale, se sont tous récupérés à la Libération sans aucun problème. Et pour une raison très simple, c'est que comme c'est pour des petits-enfants, en fait c'était pour des jeunes ados, ça n'a aucune importance. Les mêmes, non mais les mêmes auraient dessiné dans Je suis partout, là, mais là, or c'est un journal nazi. C'est intéressant de voir comment on prend des jeunes français en 43-44, on les prend par la main pour qu'ils deviennent nazis. C'est pas un abus de langage, je suis pas en train de dire Donald Trump est fasciste. Non, c'est un journal nazi. C'est même pas fasciste, c'est nazi. C'est passionnant. Parce que c'est un journal entre guillemets bien fait, avec des moyens, qui s'inspire des modèles de magazines franco-américains d'avant-guerre, c'est-à-dire des magazines français qui pastichent. Donc c'est complètement inspiré par la science-fiction américaine, la Flash Gordon n'est jamais très loin. Et évidemment, ces dessinateurs, on va les retrouver à la Libération, dans la presse catholique et dans la presse communiste, puisque Vaillant, le journal le plus captivant, le journal 100% français, comme au début de la guerre froide, Vaillant, c'est entièrement la maquette du Téméraire. Sauf que c'est pour dire le contraire. Et c'est la même maquette pendant des années. Donc c'est quand même remarquable. Ça inspire beaucoup. Alors, on peut développer, mais je ne veux pas. Mais je sais pas, il y a quelqu'un qui a des questions à poser? Et alors les dessinateurs, on les a retrouvés donc dans Vaillant, hein, et dans Tintin, non Non, on les retrouve, je l'ai détaillé vers la fin, on les retrouve donc dans Cœur Vaillant, on les retrouve dans Le Jeune Patriote qui va devenir Vaillant très vite. Le record, c'est un dessinateur le plus important qui s'appelle Liquois. Alors les érudits de la bande dessinée connaissent son nom parce qu'effectivement, ce sont les débuts, juste avant la guerre et juste après la Seconde Guerre mondiale, de la science-fiction en bande dessinée en France. Donc modèle états-unien derrière. Exemple, Flash Gordon, mais pas que. Donc Liquois va être peut-être le principal dessinateur par son talent et par le fait que dans la maquette que j'analyse, c'est assez méticuleux, j'analyse une maquette standard pour voir comment ça se passe. J'expliquerai à travers un exemple très clair tout à l'heure. C'est d'une violence extraordinaire, enfin d'une violence symbolique. Moi je suis tombé de ma chaise quand j'ai découvert ça, je n'y attendais pas. Et donc Liquois, il dessine la bande dessinée vedette vers les mondes inconnus. Donc de science-fiction, etc., l'Atlantide, hein, tout y est. Et au printemps 44, tout en continuant à dessiner pour le Téméraire, il participe à une sorte de canard enchaîné collabo qui s'appelle le Mérinos. Parce que les Allemands, très intelligemment, la propagande allemande est remarquablement bien faite. En Allemagne, comme vous le savez, regardez donc le Triomphe de la volonté, encore aujourd'hui, et en France aussi. Donc ils avaient bien repéré qu'il fallait que, par exemple, que les Français et les Françaises aient tous les titres qu'ils avaient l'habitude d'avoir. Par exemple, ils n'ont plus l'humanité, ils ont un journal qui s'appelle La France au travail, qui a un discours ouvrier, tout est couvert. Tout est couvert. Il n'y avait plus le temps en zone nord, donc il y a les nouveaux temps, les plus chers. Et il y avait donc une sorte de canard enchaîné qui s'appelait le Mérinos. Et le même Liquois, au printemps 44, c'est quand même extraordinaire, dessine une bande dessinée, donc c'est pas dans le Téméraire, sauf que la mentionne, évidemment, parce que c'est le même dessinateur, qui s'appelle Zoubinette dans le maquis. Donc vous imaginez, au printemps 44, une bande dessinée, comique, alors destinée aux adultes, un peu égrillarde, etc., sur une swing écervelée qui se retrouve dans un maquis. Et dans le maquis, il y a juifs, francs-maçons, toute la racaille, communistes, etc. Et mais alors ça c'est intéressant, oui, on peut dire, c'est bien quand même. Mais à l'automne suivant, l'automne 44, le même Liquois, il dessine pour le Parti communiste, dans Le Jeune Patriote, c'est-à-dire Vaillant, qui va s'appeler Vaillant bientôt,
Fifi, gars du maquis, sur un scénario communiste. C'est le même dessinateur. Donc ça fait réfléchir à la plasticité. Oui, de certains. Alors la responsabilité des artistes. Quoi. Oui, ben oui, oui, quand même. Non, mais quant à la propagande, vous verrez les exemples que je donne, ça aussi c'est impressionnant. Pour voir comment ça fonctionne. D'abord, la couverture du Téméraire, c'est un dessin pleine page. Ce qui est audacieux, parce qu'en général, à l'époque, ces magazines pour la jeunesse, la première page, ce sont des bandes dessinées. Bon. Assez modernes, mais bandes dessinées. Tandis que là, c'est un seul dessin pleine page. Et c'est souvent liquois, d'ailleurs. Et vous avez par exemple un numéro, c'est tous les 15 jours, consacré à Barbe Bleue. Bon, Barbe Bleue, c'est assez violent, et d'ailleurs, ce qui est clair, c'est que plus on s'approche, j'allais dire, de la tragédie finale et du débarquement, etc., plus les sujets sont anxiogènes, quoi. Parce que les intéressés comprennent très bien que ça va mal se terminer pour eux. Finalement, ça se terminera assez bien pour eux. Oui, c'est ce que tu as dit. Je vous rassure. Oui, oui, oui. Et donc, vous avez Barbe Bleue en couverture. Vous tournez, vous avez ensuite, puisque c'est la structure, ça c'est une couleur. Vous avez 2 pages noir et blanc, qui sont les pages didactiques, destinées à montrer à le public, c'est 12-15 ans, quoi. Donc, leur expliquer voilà, des choses qu'il faut qu'ils apprennent, côté encyclopédique. Et alors donc, vous avez Barbe Bleue en couleur en première page, en page 2 et en page 3 en noir et blanc, qu'est-ce que vous avez? Les crimes rituels juifs. Ça c'est un journal pour enfants, pour jeunes adolescents, en France, en 43-44. Et les crimes rituels juifs, c'est presque difficilement supportable, parce qu'il y a des dessins. Voilà. Donc c'est ça le fonctionnement. Ça veut dire que quand ils font un numéro qui s'appelle Chevalerie, donc vous avez le crack des chevaliers, quelque chose comme ça, sur la couverture, couleur. Vous tournez, vous avez 2 pages noir et blanc. Une page à gauche, c'est la chevalerie traditionnelle, donc très germanique, ce qu'on veut. Et la page de droite, c'est la chevalerie moderne, ce sont les jeunesses hitlériennes. Ce sont des Français. Donc c'est passionnant. Mais c'est quand même dingue qu'il n'y ait eu aucun problème à la libération. Bah déjà, bon, ils se sont arrêtés, évidemment. Oui, alors moi j'ai rencontré, parce que la première édition, c'est fin des années 70. Ah oui, donc tu as vu. C'était noir et blanc, Oui, oui, presque oui. pas de dessin. Oui. C'était une sorte d'article, et c'est parce que j'ai rencontré Léon Poliakov, qui a fait la préface, Oui, quand même oui, la chance, oui. et vous avez la chance d'avoir une préface de Léon Poliakov, Oui. qui était il y a longtemps. Encore là, et j'ai compris que ça l'intéressait tellement que ça méritait un livre. Donc, au départ, c'était plutôt un article pour les annales. Et à ce moment-là, c'est vrai que ce qui me paraissait le plus intéressant, c'est de montrer comment tout ça fonctionne, avec quelles connotations, quels sous-textes. Par exemple, il est clair qu'il y a tout un univers futuriste très intéressant, puisque ce qu'on fait une assez large part à la science-fiction. Donc qu'est-ce que c'est que le futur? Et c'est même du futur dans le passé. Enfin, on connaît ça maintenant aujourd'hui dans la science-fiction. Mais et les clins d'œil sont très très nombreux. À Metropolis, par exemple, vous avez une couverture sur les automates et on voit l'automate de Metropolis. Ah non, c'est passionnant. Le méchant de Vers les mondes inconnus, il y a une vignette qui le représente, c'est la photo la plus connue, la photo de plateau du juif sus. Donc le méchant s'appelle Vénine, c'est-à-dire Lénine et le venin. Et tout est comme ça, c'est absolument passionnant. Alors ça veut dire que derrière, il y a quand même des intellectuels assez trapus. Oui, Et c'est au niveau de la 2e édition que j'ai commencé à en savoir plus. Le principal responsable, dans le sens du mot, s'appelle Jacques Bousquet, c'est un nom maudit. C'est le 3e Bousquet dans cette séquence. Jacques Bousquet, qui est un professeur agrégé, professeur au lycée Voltaire à Paris, qui était maurassien. Alors c'est intéressant parce que c'est un nazi français d'origine maurassienne, ce qui n'est pas le cas de tous, hein, parce que certains viennent de la gauche, même de l'extrême gauche. Oui. Mais là, lui, il vient vraiment de l'extrême droite, d'avant-guerre, donc il est maurassien, et il fait une sorte de séjour en Allemagne, à Fribourg-en-Brisgau, de mes souvenirs, et en 38-39. Oui. Donc il a une illumination, certainement. Oui. Et il va se retrouver quand même directeur de cabinet pendant peu de temps de Abel Bonnard, le ministre ultra-collaborationniste de Vichy. Oui. Et là, c'est plus que la légende, la rumeur dit qu'il était plus radical que son patron, ce qui fait que même Bonnard, qui a été condamné à mort à la Libération,
Il a été Mon confrère à l'Académie française. Non, il n'a pas été Il n'a pas exécuté. été Il est parti en Espagne, comme il se doit. Oui. Bonnard lui a dit non, non, je me passe de vos services. Donc c'était plus Oui, radical c'était que encore... Oui, Bonnard. d'accord, ça devait être quelque chose. Et il a dirigé une des deux écoles de cadres de Vichy, celle qui était en zone nord, en zone sud, vous aviez Uriage, dont on a Oui, beaucoup parlé, oui. dont les dirigeants, peut-être pas tous les aides, ont basculé dans la résistance. Dans la résistance. Toute une polémique sur Uriage, mais ils ont basculé dans la résistance pour simplifier. D'ailleurs, l'après-guerre, les éditions du Seuil, etc., Oui, oui, c'est un oui, peu c'est Uriage. oui. Esprit. Esprit. Mais il y avait une autre, on en parle très peu, il y avait une autre école de cadre à la Chapelle en Serval, au nord de Paris, dont s'occupait ce Bousquet. Et là, c'était vraiment fasciste. Voilà. Donc c'est un personnage assez cohérent et très préoccupé de la propagande en direction des jeunes et des adolescents. Alors pour continuer dans l'anecdote, qui n'est pas une anecdote, premièrement, effectivement, pourquoi s'en sortent-ils? On pourra voir les considérations plus générales, mais dans le cas de Bousquet, un de ses anciens élèves du lycée Voltaire qui l'a accompagné, etc., en août 1944, ils sont sur les barricades à Paris du côté de la résistance. Attention. Alors ça suffit pas dans le cas de Bousquet parce que c'est tout la même chose. Avoir été directeur de cabinet même peu de temps de Bonnard, ça vous rattrape. Oui, ça, oui. Avoir dessiné des petits Mickey, on s'en fout. Mais complètement, on s'en fout, c'est sans importance. Mais là, alors donc il part, il prend la tangente, on le retrouve pendant la guerre d'Indochine. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on le retrouve dans l'armée française, mais d'après Méry Bromberger, il faudrait vérifier, moi je n'ai pas pu vérifier ça, c'est presque secondaire, mais c'est tellement romanesque. Méry Bromberger, qui est un grand journaliste de l'après-guerre, un grand reporter, qui cite une fois Bousquet. Bousquet aurait été un conseiller de Ho Chi Minh. Ah bah oui, il faut aller jusqu'au bout. Et quand même, ça finit par le rattraper tout ça, et il se retrouve en Amérique du Sud, bien sûr. Alors du coup, comme c'est un vrai intellectuel, il y a une thèse de doctorat dont il a déposé le sujet à la Sorbonne avant la guerre, et il la termine 20 ans plus tard. Non, et il écrit la préface de sa thèse. À l'époque, les thèses étaient imprimées avant d'être sorties. Et il date la préface de Quito, Équateur. Et ça, c'est anecdotique si on veut, sauf que ça se termine chez Jean-Jacques Pauvert, début des années 70, qui publie une anthologie de poésie romantique de ce monsieur Bousquet. Et la quatrième de couverture de l'édition Pauvert consiste à dire que c'est un grand pédagogue, qui est vrai, qui s'est beaucoup occupé de ces questions-là, oui, et qui a en particulier travaillé dans le tiers-monde. Ça veut dire, ancien collabo, je suis en Équateur, peut-être en Argentine, et ça devient dans les années 70, je suis un pédagogue qui a travaillé dans le tiers-monde. C'est très plus beau, on ne peut pas imaginer ça. Voilà. Ça bâtir de roman, là. C'est un vrai Oui, roman. ça, oui. Mais ce qui est impressionnant, c'est évidemment le caractère systématique de la propagande, Oui. avec l'usage de l'image et du texte. Oui. Vous avez des romans feuilletons, vous avez des histoires drôles, vous avez des quiz, et ça coche toutes les cases. Oui. C'est pour ça que j'étais très surpris, parce que je pensais que ce serait vaguement maréchaliste. Ben Ah non. Par exemple, il y a des références à Siegfried, une culture germanique. Oui, vers les mondes inconnus, là, vous avez évidemment, c'est une sorte de routine de la science-fiction de cette époque-là. C'est-à-dire que vous avez une princesse esselée qui demande la protection d'un beau mec, quoi. Et voilà, tout ça dans une atmosphère futuriste. Et donc la princesse raconte son histoire, c'est-à-dire que c'était l'Atlantide, et que son père, qui était une sorte d'empereur, alors on voit, il y a une vignette qui montre ce qu'était le palais impérial, c'est grosso modo carolingien. Et puis le père de la princesse Olia fait l'erreur d'accueillir des immigrés nomades. Voilà. Et ces immigrés nomades s'installent partout, assassinent en le poignardant dans le dos, évidemment. L'empereur livre l'empire à leur race. Et donc, voilà, vous avez toute l'histoire, c'est la reconquête. Et c'est tout le temps comme ça. Vous avez Marc le Téméraire, qui est une bande dessinée d'action. Marc, c'est un Français qui, je montre les vignettes, qui décide de s'engager sur le front russe pour la grande Europe. Tout est comme ça. C'est impressionnant. Quelqu'un des questions? C'était diffusé comment?
Chez les libraires, les marchands de Non, journaux? justement, c'était uniquement en kiosque. D'accord. Étonnant, hein. Ben oui, oui. Donc d'après le dépôt légal, c'est de 200-250 000 exemplaires. Bon, quelle était la part de Bouillon à l'époque, quand même, c'est le seul titre hein, qui soit proposé aux enfants et adolescents en zone nord. Pour être exact, il y a dans le Finistère, d'ailleurs, il y a un tout petit journal collabo breton Ah oui, parce que vous êtes bretons tous les deux. qui s'appelle Ololé, qui a publié d'ailleurs pendant la Seconde Guerre mondiale Tintin au pays des soviets. Ah, bah oui, évidemment. Mais ça, c'est un petit journal groupusculaire qui est diffusé dans le Finistère pour simplifier. Donc en dehors de ça, monopole hein, de ce journal, quand même. Il y aurait peut-être Et donc il y a des clubs, hein, quand même. On a des informations sur les clubs qui se créent, parce que le but c'est de créer quand même une chevalerie moderne, donc avec des clubs où on va, alors, pas seulement à Paris, hein, il y en a un peu partout en zone nord. Je fais la carte, j'ai travaillé à l'époque à reconstituer la carte. Et ils vont assister à des projections, des séances de projection autour des magazines pour enfants ou adolescents. Et ce sont des films italiens ou allemands, comme par hasard. Oui. Couronne de fer. Bon. Non, mais ça, c'est impressionnant. C'est tellement systématique, c'en est impressionnant. Alors vous avez du burlesque. Alors vous avez des dessinateurs qui entrent dans des scénarios moins connotés que ceux que je viens de citer, comme Liquois. Mais vous en avez un, Eric, qu'on va retrouver à la Libération sans problème, avec un cas. Donc, en fait, soit pour simplifier à Cœur Vaillant, soit à Vaillant, mais assez nombreux à Vaillant. Entre parenthèses, il y a Fulminate et Vorax. Alors ça, c'est du comique, burlesque, et vous avez, c'est classique, ça se voit dans le cinéma muet au début du XXe siècle, vous avez un bon et un méchant qui se font la guerre sans arrêt. Puis ça repart pour l'épisode. Et Fulminate, c'est un savant lunaire, hein, donc c'est une sorte de tournesol. Enfin, graphiquement, c'est très différent. C'est vraiment burlesque. C'est un savant lunaire, gentil et blond. Et puis Vorax, c'est un juif en fait. Oui. Donc, il a un gros nez crochu, il est vorace. Il est vorace, il a Il des se frotte oreilles les décollées. poings, et voilà, c'est ça, les oreilles décollées. C'est Fulminate et Vorax. Donc c'est à tous les niveaux. Vous avez du subliminal, vous avez de l'explicite. Dans les romans feuilletons, les bons sont irlandais ou indiens. Oui. Il y a un numéro spécial consacré à l'Inde. C'est pour ça que c'est fondamentaliste. On va aux sources, on va chez les Ariens. Oui. Il est question des oui. Ariens avec un Y. Oui. Non, mais... mais tout ça est français, pas allemand. Et les familles qui achetaient ça pour leurs enfants, Voilà. ça on n'a pas tu as pas trouvé, Non, tu n'as pas trouvé des... à l'époque, j'avais été déjà tellement séduit, je voulais voir comment Oui, se construisait. oui. Mais je ne me suis pas lancé parce que c'était pas... C'est un autre boulot là. Mais oui, moi je n'ai... Oui. Mes travaux universitaires étaient sur de tout autre sujet. C'était la politique culturelle du Fonds populaire, etc. Oui, je sais, je connais. Donc j'aurais dû me lancer à l'époque dans une enquête auprès des anciens lecteurs. Oui, Alors, oui. qu'est-ce que ça aurait donné en 70, déjà? ils étaient relativement... Ah, ils étaient encore oui. vivants, Mais en même temps, ils qu'est-ce en qu'ils ont- auraient dit? Bon, j'en ai croisé 2 ou 3 qui Oui. me disaient: ah oui, j'ai un vague souvenir, c'était vraiment très bien fait. Et alors, C'était même pas tellement vous eux, sentiez c'était une leurs parents. propagande? Non. Mais c'était les parents qui leur achetaient. Enfin, c'était les parents qui achetaient, Oui, et vraisemblablement les parents ne lisaient pas. hein. oui, d'accord. Quand même. Tu penses que... Oui. Quand même. Ils voyaient que c'était pour les enfants. Mais ça, c'est le statut Oui. de la, bien pas seulement de la bande dessinée, de la presse pour la jeunesse. Les parents ne lisent... Oui. Voilà, c'était Oui, sans c'était- importance, oui. c'était méprisé. Oui. D'ailleurs, les artistes qui se retrouvent là, ils s'excusent toujours. D'ailleurs, même Hergé à l'époque, il s'excusait en disant: mon Oui. rêve, c'était d'être peintre, mais, Oui. mais malheureusement. Donc, je fais des petits Mickey. Et vous savez que la bande dessinée, le terme n'existe pas encore à l'époque. Ça existe. Ah oui, c'est tellement. On dit qu'on travaille pour les illustrer. Donc, le mot, D'accord, il y a eu le mot, tout un oui. travail Oui. très pointu d'érudits de la bande dessinée. Le mot bande dessinée apparaît en français une fois dans Le Populaire, dans mes souvenirs en 1937, une fois. Oui. Mot bande dessinée. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, fin des années 40, encore une deuxième fois. Et après, Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. La notion de bande dessinée n'existe pas. Ça va commencer à émerger dans les années 50, début 60, avec la BD Philly surtout. Oui. Donc, on est vraiment au fond du trou, et c'est assez négligeable. Alors, évidemment, la loi de 49, c'est d'ailleurs le signe là, que ça commence à basculer. La loi de 49, qui va censurer la bande dessinée, entre autres, pas que la bande dessinée. Là, ça veut dire qu'on commence... Il y a une panique morale, Oui. disant: faisons attention. Qui s'est rendu compte... Et d'ailleurs, les catholiques et les communistes sont du même côté. Hein. Oui. C'est pour ça que j'ai cité le sous-titre de Vaillant à ce moment-là. Vaillant, le journal 100% français. Bah oui, Bah oui. ils n'ont pas de liens commerciaux avec des
avec le KFS, la Kingfisher Syndicate, par exemple. Il y a des questions, sinon je vais vous donner à boire. Et vous allez faire dédicacer, tu vas. Ah oui, non, mais on peut faire passer l'exemplaire. Oui. Le feuilletier. Une question pour Pascal. On considère qu'en 73, quand sort Le Chagrin et la Pitié de Marcel Fouls, Je crois que tout le monde là. point un jalon marquant et déterminant de l'enrayement de la légende rose instiguée par le général de Gaulle depuis la Libération. Est-ce que un tel support, un tel sujet, il n'y a pas contribué? On peut considérer qu'il y a contribué aussi dans une certaine mesure, parce que on peut, du fait de ce journal et du fait du discours qui était raconté à la jeunesse, placer aussi témoigner du fait qu'on avait une nation qui était faite collaborationniste de fait de cet embrigadement, justement. Et c'est drôle que vous me posez la question, parce que mon tout premier texte sur ces questions-là, ça n'a pas été un texte très fameux, parce que volontairement très violent sur Brasilac. Non, c'est un texte sur ce qu'on appelait la mode rétro. Il y a ceux qui ont mon âge avancé qui savent qu'on a parlé de la mode rétro dans les années 70. Donc c'est même avant Paxton, etc. L'idée que, tiens, mais on a une fascination peut-être un peu ambiguë, voire équivoque pour les années noires. Donc ça commence à ce moment-là. Mais en revanche, si on reconstitue ça, et je l'avais proposé dans cet article très ancien des années 70 sur la mode rétro, il y a eu une ébauche, comme par hasard, à la fin de la 4e République. Et d'ailleurs, vous avez deux films qui représentent bien cette ébauche et puis la marche arrière, la traversée de Paris. La traversée de Paris, c'est Marcel Aimé, c'est Audiard, c'est Gabin, et ça, c'est un film d'avant le retour de Gaulle. En mémoire, je crois 56. Donc, le général de Gaulle n'est pas encore venu au pouvoir. Et si vous connaissez, vous devez peut-être connaître, voir par cœur. Oui, parce que ça fait Salaud de pauvre. Salaud de pauvre, oui. Extraordinaire. Ce film, c'est un film qui, alors là, là, les Français en prennent plein. Mais sur la thématique, non pas. Non, vous avez tous été là, je crois. C'est quand même ça. Donc ça, c'est déjà implanté fin des années 50. Le général de Gaulle revient, qu'est-ce que vous avez comme film de référence? Babette s'en va en guerre, avec Brigitte Bardot. C'est-à-dire que, voilà, ça redémarre, et il faut attendre encore 10 ans. Je simplifie. Et alors effectivement, ça, c'est le retour. Et là, il y a un lien avec le départ du général de Gaulle et sa mort rapide, mais plus généralement, bon, il y a un lien qui va au-delà de l'actualité politique. Et en effet, toutes les formes culturelles s'en mêlent. C'est pour ça que j'ai cité tout à l'heure la place de l'Étoile. Moi, mon premier choc, ça avait été la place de l'Étoile de Modiano, donc le premier livre, le premier roman de Modiano, 1968. Alors après, il y a Paxton pour la version historique, et Le Chagrin et la Pitié, bien sûr. Mais là, on est dans les années 70. Et le livre est originellement paru en 79. 79, première édition. Vous l'avez regardé? Voilà. Vous avez déjà regardé? Et au début du 21e siècle pour la deuxième édition, et il y a quelques semaines, quelques semaines. C'était le 25 octobre 2020. Oui, donc c'est quand même assez récent. C'est ça. Oui, alors donc voilà, ça consiste à dire... vous savez, Le Chagrin et la Pitié, c'est intéressant quand on y réfléchit. Vous vous rappelez C'est quelle année déjà? 73 exactement. Alors le tournage se termine en 69. Après il y a le montage. Après, comme c'est un film qui est destiné à la télévision, ça met un certain temps à sortir en salle. Donc on va dire 63. Mais il n'est pas jamais passé à la télé à l'époque. Si, ah oui, pas à l'époque. Non, mais comme l'a dit Ophuls lui-même, qui était sans pitié mais qui était objectif, il a dit mais de toute façon. La télévision s'était pas engagée à l'acheter. Eux, ils ont produit, et après ils ont frappé à la porte. Ils ont dit ah bah non, ça ne nous intéresse pas. C'est pas une censure au sens strict. Bon. Et comme vous le savez, ça a été projeté à la télévision en 81 parce qu'il y avait eu un changement politique et que le patron de France 3 s'appelait Serge Moati. Donc il a pour la première. Mais le film a eu un énorme succès dans les salles de cinéma. Donc, regardez, dans Le Chagrin et la Pitié. Vous avez des personnages intéressants, vous avez bien sûr Mendès France, vous avez pour moi, ça n'engage que moi, il y avait les deux paysans résistants, que je trouvais remarquables, mais en fait on a surtout parlé, parce que c'était la vraie révélation, qui est des paysans résistants ayant toutes les qualités, qui est Mendès France, c'est pas très surprenant,
temps, moi je trouve que ces deux paysans sont absolument remarquables. Et moins prévisibles que Mendes France. Non, mais c'est que vous avez eu l'ancien Waffen-SS qui a crevé l'écran. Ah oui, c'est lui qui a... Oui. Il a crevé l'écran, parce que là, ils avaient, pour la première fois, un ultra-collabo avait la parole. Oui. D'ailleurs, sur un ton très neutre, enfin en disant, grosso modo, voilà, je me suis retrouvé là. Et alors là, ça crevait l'écran. Donc c'est un peu comme ça. C'est-à-dire, quand même, vous savez, il y a quand même un certain nombre d'intellectuels et d'artistes français qui ont connu, ça me paraît inévitable d'ailleurs, compte tenu de l'état de la France et de l'état géopolitique, comme on disait par l'époque de l'Europe occidentale au début des années 40, qui ont connu leur période alors pétainiste, voire fasciste, et qui éventuellement ont évolué dans une autre direction. Mais si vous photographiez la situation en la France en 1940, ça c'est un cas extrême, d'accord, mais bon, c'est pas un cas unique. Non. Il y a un opéra là, c'est à Toulouse, je crois. Le voyage à partir de ce qu'a fait c'est François Dufay, c'est ça. Oui, mais je l'ai pas vu. Non, j'ai un membre de l'Académie française qui m'en parlait l'autre jour, qui me disait il a été voir. Je suis pas allé le voir, mais je sais qu'il y a mon père qui est quand même représenté, c'est Dominique Fernandez. Ah bah oui, Dominique Fernandez. Donc, le père de Dominique Fernandez est représenté sur la scène d'un opéra à Toulouse. Parce qu'il faisait partie un bon compositeur. Comment il s'appelle? Oui, je sais. Mais oui. Ben oui, c'est vrai qu'il y a le peur de Dominique Fernandez faisait partie du voyage. Ramon. Enfin voilà, donc. Ouais, on a tellement de choses à dire. Vous voulez je reviens à moi et faire dédicacer vos livres? Oui, merci beaucoup Pascal. Oui, Pascal. Merci beaucoup. Mais c'est vraiment... c'est vraiment... Alors je voudrais insister sur la qualité des reproductions de cette édition, de la maison d'édition Locus Solus, dont le siège social est à Châteaulin, Finistère central. Et c'est vraiment remarquable parce que c'était ce qu'on pouvait faire de mieux à l'époque. Mais quand même, vous imaginez la qualité du papier. Ben oui, c'était pas ce papier-là. Et la couleur, et voilà. Mais oui. Et là, vous avez le juif sus, là. Enfin, et voilà Vénine. Ah oui, là, on voit tout de suite, c'est un juif. Venin et Lénine. Oui. Vous voyez, mes ancêtres régnaient autrefois sur un pays immense. La capitale était Phasao. Ils étaient les empereurs de 100 royaumes, ils étaient justes et sages, et réunissaient les rois en concile. Et là, c'est le Saint-Empire romain germanique. Par excès de bonté, ils permirent à des hommes venus du sud de s'installer dans l'Empire. Le nombre de ces étrangers s'accrut rapidement, et jamais ils n'adoptèrent les coutumes des nôtres. Mon père eut la faiblesse de prendre l'un d'eux comme ministre, Vénine. C'était un homme fourbe et rusé. Après avoir tué traîtreusement mon père, Vénine s'empara du pouvoir. Il livra le pays aux hommes de sa race. Ceux-ci firent couler le sang dans les rues, massacrant sans distinction hommes, femmes, enfants. Ça, c'est une bande dessinée. Oui, pour enfants. Oui. C'est la Saint-Barthélemy revue. Ah oui, ça. Et alors, vous avez des romans feuilletons. Là, alors, vous avez Sœur Lévy. Et un courageux irlandais, Patrick Slide, qui lutte contre Sœur Lévy de l'intelligence service. Et tout est comme ça. Voilà, fulminate et vorace. Non, c'est passionnant. Parce que les Irlandais sont contre les Anglais. Ah oui, les ennemis de mes ennemis. Donc le numéro spécial, l'Inde, fabuleuse. Oui, c'est ça. Donc là, c'est vraiment... c'est passionnant. Enfin, je trouve ça passionnant. Mais oui, mais c'est passionnant en fait. Voilà Barbe Bleue et voici les crimes rituels. Voilà. À vendre dans toutes les bonnes... dans tous les bons kiosques de zone nord. Nicolas, s'il te plaît, tu peux servir à boire. Vous voulez du vin blanc, du vin rouge? Toi, tu veux quoi? J'ai vu que c'était du pinot rouge. Du vin rouge, oui. Nous, j'ai fait. Ben, t'as raison.